Bonjour Joël, et Bonjour. merci de nous accueillir dans les locaux d'Imixa. Avec grand plaisir. Qui malheureusement est fermé depuis le 20 janvier, si je ne me trompe pas. C'est ça, ouais. Et du coup, je vais d'abord te poser la première question. Est-ce que c'est possible de nous parler un petit peu de toi, de la grande figure d'Imixa qu'on voit un peu partout. Il n'y a pas de grande figure. Oui, non, mais c'est pas ce que je préfère faire, parler de moi, mais bon, moi je suis maintenant coordinateur de l'association, en tout cas, de Mixa, depuis 2002, je suis salarié. Donc on a épluché tous les emplois aidés, les cakes, les machins, les trucs de l'époque. Et maintenant je suis salarié à plein temps et j'ai été avant ça responsable associatif de l'association. Et avant ça, j'avais débarqué en fin 95 pour monter un spectacle de cabaret à Toulouse. À cette époque-là, je vivais à Paris. Ma soeur avait des envies de comédienne, elle avait demandé de mettre en scène une pièce cabaret d'après un texte de Vian. Et c'est comme ça on avait commencé à l'usine, et puis on a entendu parler de ce truc un peu improbable, des usines Myris, à moitié squattées, à moitié on ne sait pas trop. Et on a été voir, et ça a été une rencontre prodigieuse. Ouais. Et donc on a créé ce spectacle de cabaret-là. Ça s'appelait Ça vient, et c'est comme ça qu'après je suis resté attaché à l'histoire, à l'aventure, aux gens, rencontrer, que ce soit les sans-papes, les artistes, les pseudo-artistes, les toxicos, les alcoolos, les pas, tout ce joyeux monde en tout cas qui faisait penser à un Coltès, Key West, et Chapin, quoi. Yes. Et aujourd'hui, en fait, là, on a aussi envie un peu de resituer l'histoire Myris de toutes ces années. Autant pour les nouvelles générations qui sont à fond derrière le mix-art et qui ont passé pas mal de soirées ces dernières années ici où nous nous trouvons, dans le quartier des Minimes. Est-ce qu'on peut se faire un petit historique rapide? En 95, du coup, tu as débarqué donc, dans cette usine qui se trouvait à pas de doigt Saint-Cyprien, les chaussures Myris. Qui étaient les chaussures Myris, d'où le nom de l'association qu'on a créée 2 ans après cette période-là informelle. Au départ, c'était un lieu extraordinaire. Les usines Myris, c'était tout ce type d'architecture qu'on retrouve partout en Europe. L'architecture du 19e, briques rouges, pierres de taille blanche, comme les cartoucheries, encore on peut voir ce que ça donne, ce type d'architecture. Des toits en chêne, des espaces, des volumes incroyables, différentes typologies d'espaces, des petites maisons avec des bureaux, c'était assez génial. C'était vraiment le site idéal, on pourrait dire. Et au début, ça a été des fiestas qui ont été organisées de manière ponctuelle pour celui-là. Que ce soit festival des arts poubelles, des soirées techno-trash, noise indus, improbables, qui finissaient pas toujours bien. Enfin bon, c'était un certain underground toulousain, qu'on va dire, de l'époque. Ouais. Et petit à petit, les gens se sont installés, quoi. Donc les gens d'abord l'urgence sociale, on va dire, sans pape, clodo, les gens qui trouvaient là une solution d'hébergement, de survie. Et petit à petit, les artistes ont commencé à prendre place. Et bon, on est arrivé à ce moment-là avec cette histoire de cabaret. Et voilà, il y a eu un gourou cultureux qui s'est intéressé à l'affaire, qui s'appelle Gérard Gaillou. Enfin, je l'appelle gourou cultureux parce qu'il avait sa longue barbe blanche et qu'il avait vraiment une gueule de gourou cultureux. Il était très imprégné de 68, mais pas toujours au bon sens du terme, qui prenait la gratuité de tout. Moi, je veux bien la gratuité, évidemment, on est très pour la gratuité, mais si le monde est suffisamment mature pour que la gratuité soit effectivement généralisée et que ça devienne un système partagé, là, c'est pas le cas, donc c'est difficile de dire qu'il faut un lieu gratuit comme celui-là et ne pas prendre en compte la réalité des gens. Et donc, il avait lancé un projet de souscription par les Toulousains. Ça, c'était vachement intéressant pour que les Toulousains et les Toulousaines deviennent propriétaires de celui-là, en fait, et que ça devienne un lieu d'artiste, un lieu ouvert, il n'y a pas de clé. Donc, il ne parlait pas d'autogestion, mais bon, c'était pas loin, enfin, c'était dans ces... Donc on n'avait pas tout à fait, nous on s'était pas inscrit clairement dans son truc parce qu'on ne le sentait pas trop, quoi, en fait. Donc, ce qui nous posait problème, c'était cette disparité avec la réalité des gens, qu'on considérait ne pas être prise suffisamment en compte. Mais par contre, ça nous a permis de tisser tout un tas de liens avec des médias, la dépêche, etc. Et puis de commencer à penser le projet, quoi, tout en le faisant. Voilà, ce qui a été intéressant, c'est qu'on n'est pas parti d'un projet réfléchi, mais plutôt dans le faire. Et tout s'est inventé de manière empirique, finalement, quoi, dans le faire du quotidien. Que ce soit au foot de l'électrac, l'eau potable, comment ça se passe, etc.
Et ça, c'était assez intéressant, et c'est ce qui a fait qu'après, on a mis des mots dessus. En fait, on fonctionne en autogestion, on se retrouve tous les mardis. Si on était une asso, ce serait une AG. Là, c'est un apéro. AG, ça fait apéro généreux, c'est rigolo. Ce genre de conneries. Par exemple, quoi. Et ça s'est construit un peu de cette manière-là, quoi. Et donc, il y avait une diversité incroyable de gens. Il y avait déjà le Labo Anka à l'époque, avec son atelier de musique Indus, où il se foutait des armoires en fer sur la gueule, et tu voyais traverser la cour en courant, la gueule à moitié en sang. Des images super fortes, et assez rigolotes, quoi. Et de là, tu étais encore vous étiez tous encore à Méris. Ouais. Et de là ensuite. Donc de là, on a commencé. On s'est déplacé, un peu forcé. Avant de se déplacer, ça a été. Il y a eu d'autres étapes en fait avant la rue de Metz. En 2007, on a créé l'association qui s'appelle du politique, qui commençait à s'intéresser à l'histoire. Voilà, ça a commencé à vibrionner. On faisait de plus en plus d'événements. Il y avait une mixité qui était extrêmement rare dans les lieux toulousains. En 97 Ouais, en 97. Et donc en 97, on crée l'asso et on provoque une table ronde avec la mairie, le département, la région et l'État, déjà à l'époque, qui disaient « Ah oui, c'est tout à fait intéressant, c'est passionnant, c'est des nouvelles manières de faire. Bien sûr qu'il faut sauver ce lieu-là. » Et parallèlement à ça, ils étaient en train de laisser faire la vente des 3/4 du site, en fait. Et donc, voilà, une fois que les 3/4 du site étaient vendus, on s'est replié sur le dernier bâtiment qui restait. Et à partir de là, on a commencé à initier ce qu'on appelait les occupations illégales et légitimes de Méris, dont la première a été le 1er avril 99, et elle est annoncée, ceci n'est pas un poisson d'avril, le Mixar aura lieu le 1er avril. Et donc ça a été l'ANSAT, une ancienne école d'ingénieurs en agronomie, qui est inaugurer un énorme site, 10 000 mètres carrés, des configurations amphithéâtre, configurations un peu étonnantes, un espace extérieur énormissime avec une pisciculture, des anguilles grosses comme des barreaux de chêne. Et donc le principe c'était on préannonce par affiche, par voie de radio libre. Et le jour dit, on balance le lieu, et c'est installation immédiate des ateliers, et 3 jours de programmation, de fiesta, de rencontres avec les gens. Et là, on a été complètement dépassé, 9000 personnes en 3 jours. C'était un peu la folie. En termes de sécurité, là non plus, on n'y était pas tout à fait, on va dire. Quoi. Et donc là, ça commençait à nous permettre de poser un rapport de force constructif, tel qu'on le qualifiait déjà à l'époque, de par la légitimation, la fréquentation, l'adoption, on va dire, du projet par les gens de Toulouse, habitants de Toulouse. Et ça nous a permis de rentrer en contact avec de plus en plus de politiques, de poser le projet comme une nécessité en termes d'éléments politiques. À cette époque-là, ils arrivaient à entendre... Non, c'était encore timide, parce que là, cette occupation n'a duré que 15 jours, ça a été extrêmement court. Ah ouais. Le proprio, c'était l'INP, l'Institut National de Polytechnique. Il paraît que c'était un socialo pourtant, mais bon, il ne voulait pas en entendre parler, quoi. Donc il n'y a pas eu moyen de négocier, y compris une durée, pour tenter de nous inscrire dans la durée et tenter de mettre en place des négociations plus avancées avec de potentiels partenaires publics. Donc on a négocié la sortie. En disant écoutez, nous on s'est installé effectivement, donc maintenant il faut que vous nous laissiez le temps de déménager et on vous garantit qu'on sort du lieu, et on a demandé un délai d'une semaine pour redéménager les ateliers, ce qu'on a fait. Ouais. Et en faisant ça, on posait un premier acte d'une culture de l'engagement, ce qu'on appelait comme ça à l'époque, quoi. Méris dit quelque chose, il le fait. Chers politiques, quand vous dites quelque chose, n'hésitez pas à le faire aussi. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on a posé un peu le relationnel, quoi. Okay. Et suite à ça, donc on est revenu à notre base arrière. On a bien vu que les quelques contacts politiques, une fois qu'on n'était plus dans l'illégalité, il ne se passait plus rien, quoi. Et du coup, on a réinitié une nouvelle occupation en face de Théâtre-Garonne, quasi un an après. C'était le 10 avril, on n'avait pas pu être prêt le 1er. Contact, tiratage. Donc le 10 avril, on ouvrait en face de Théâtre-Garonne, des locaux que pour partie ils ont récupéré d'ailleurs. C'est notre ami Jackie, qu'on adore, est très malin. Et le reste est parti ensuite en projet immobilier. Et là, on était à 1 an des municipales de Toulouse, de 2001.
Et là, on a réussi à provoquer, donc pareil, le même principe, installation d'atelier, 3 jours de fiesta, et pareil, 9 000, 10 000 personnes. Un truc tonitruant, et là on a réussi à faire venir autour de la table Baudis, qui était le maire de la ville à l'époque, Pierre Izard, le président du conseil général, et Martin Malvy, le président de la région, et le directeur de la DRAC, qui jouait les médiateurs dans notre petit panier de crabes. Alors là, tout le monde se disait pareil, de la même manière, extrêmement volontaire, bien sûr qu'on va trouver une solution. Bon, après, ils sont dans leur théâtralité politicienne, quoi. Dans des élections municipales, etc. Tu vois bien entre ce qu'on te dit. Tu vois bien que tout ça joue. On était plutôt confiants, comme d'habitude. Donc, nous, on avait trouvé un lieu entre-temps à louer pour assurer une transition, parce que tous disaient c'est super, on va le faire. Mais là, pour l'instant, on n'a pas de lieu à vous proposer immédiatement. Donc, on a dit bon, il n'y a pas de souci. Nous, on a un lieu à louer qui pourra faire une phase transitoire le temps qu'on trouve le lieu qu'il faut dans le patrimoine public, parce que ça c'est une chose qu'on défendait, parce qu'on considérait que c'était dans ce cadre-là que devait s'inscrire Myris, dans un bâtiment qui appartenait déjà aux gens, puisque public. Et donc très vite, le propriétaire privé qu'on avait sous le coude a réalisé qui on était, du coup il ne voulait plus nous louer. Il s'est dit non mais là je fous les doigts dans un truc, j'ai les cogné des années, tatitatam, du coup il n'a plus voulu nous louer. Malgré que les renseignements généraux lui aient foutu la pression, ça n'a pas suffi. C'était une anecdote rigolote, ça. C'était un binôme de renseignements généraux qui travaillait en ouvert, avec qui on était en lien et qui venait quasi tous les jours, quoi. Okay. Et donc c'était le vieux alcoolo et le jeune rebeu sous coque. Donc je sais pas, il devait considérer que ça nous ressemblait, ça allait faire empathie, je sais pas trop. Et en tout cas, on s'est très bien entendu avec eux parce qu'on jouait le jeu. Évidemment, il y avait des choses qu'on leur montrait pas, notamment des trucs qu'on avait préparés en cas de résistance si on souhaitait aller à une non-sortie négociée. Et puis du coup, le vieux, il était près de la retraite, et là ça le faisait trop chier que ça marche pas, il était allé foutre un coup de pression au proprio pour le sommer de nous louer le bâtiment, quoi. Ça arrive, c'est des trucs rigolos. Ça n'a pas marché, hein. L'autre il m'a appelé complètement flippé. Mais qui c'est cet homme? Il me menace. Monsieur Lécussin, qu'est-ce que c'est? Vous lui dites d'arrêter immédiatement. Je dis, mais écoutez, nous on ne sait pas, décrivez-moi le personnage, je vois pas d'où ça vient. Il me dit non mais je vais appeler la police, Il me décrit le bonhomme et je dis mais là je crois que vous avez affaire à la police. Voilà, c'est petites anecdotes rigolotes, quoi. Donc là, on sort du lieu de la même manière, croyant qu'on allait pouvoir rentrer dans une location, une phase temporaire, et donc finalement pas. Et le bâtiment, notre base arrière, ce qui était devenu notre base arrière, qui restait de Saint-Cyprien-Patenois, le proprio souhaite le vendre, et donc on s'était engagé, on a dit à partir du moment où tu le vends, tu le restitues, il n'y a pas de problème, quoi. Donc on se prépare à libérer les locaux. Et donc de là, on décide d'occuper de nouveau un lieu, et là cette fois on tape sur l'ancienne préfecture, l'ancien grand hôtel en plein centre-ville, en janvier, le 19 janvier 2001. Et on était à 3 mois des municipales. Et là du coup... puis là c'était sans retour, quoi. Mais alors là, de la même manière c'est assez rigolo, parce que comme non seulement on annonçait publiquement qu'on allait ouvrir des lieux, chaque fois qu'on l'a fait en tout cas, donc une certaine forme de transparence, certes, on n'avait pas l'adresse tout de suite, mais de la même manière on avait averti aussi tous les partenaires, y compris la préfecture d'ailleurs. On a mis en rencard avec le dire de Camille préfet qui à l'époque s'appelait Marx, ce qui me faisait un peu sourire, c'était rigolo. Et voilà, pour dire à un moment donné on va ouvrir un lieu, quoi. Et puis là ce sera sans retour parce que on a restitué le dernier bâtiment qui nous restait, on l'a restitué à son propriétaire pour qu'il puisse le vendre. Comme on s'est engagé, on le fait, et là par contre, comme on s'y engage, on va ouvrir un lieu, et puis là on n'en sortira pas comme ça. Voilà. Et donc on a ouvert, et là ça a été dans le quartier UP de Toulouse. C'est ça, le triangle d'or à Toulouse. Et c'était assez rigolo, la préfecture. Et là ça a duré combien d'années du coup? 4 ans et demi, quasi 5, ouais. Et c'est toujours plein de temps. On peut continuer, de toute façon, on fera. Ouais, dur de reprendre comme ça là. À ce moment-là, en 2001, il s'est passé un truc aussi, c'est que tu as eu un... Alors c'était sûrement plus dans l'air du temps qu'aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a bénéficié de ça aussi, il faut en être conscient. Ouais, aujourd'hui c'est...
C'est peut-être moins évident maintenant d'ouvrir des squats, quoi. Surtout maintenant qu'on travaille sur des lois de séparatisme, de délit d'opinion, etc. Et à l'époque, il y a comment il s'appelle, Michel Dufour, qui était secrétaire d'État à la décentralisation culturelle, donc au ministère de la Culture, qui avait commandé un rapport à Fabrice Lextré, qui était le directeur de la friche Label de Mai à cette époque-là, sur justement tout ce qui était friche artistique, labo de recherche, squat artistique, des lieux un peu improbables, un peu hors format conventionnel, labellisé, etc., quoi. Et on faisait partie de ce travail d'étude. Il nous avait rencontré, parce qu'il avait entendu parler de nous, Lextré, et du coup on apparaissait dans cette étude-là, quoi, qui encore fait référence dans les études commandées par un ministère sur comment revisiter les politiques culturelles, y compris dans le ministère. Et c'était tout à fait passionnant le travail qu'il avait fait. Et donc ça nous a donné aussi une forme de légitimité, d'épaisseur, un discours un peu construit, fourni, reconnu, entendu. Et ça nous a permis là aussi de faire de la pédagogie auprès des élus locaux pour tenter d'avancer sur le dossier et qu'on puisse légaliser cette putain d'histoire en respectant son intégrité, quoi. Donc ça a été tout le travail de la période préf, on va dire, de ce point de vue-là, sans parler évidemment de tout ce qui s'est passé artistiquement dans cet endroit un peu flou avec sa verrière classée au titre des monuments historiques. D'ailleurs que vous pouvez revoir dans la fameuse émission Striptease qui est très très bien faite. Et il y a des moments croustillants, vous le verrez plus jeune pendant ça. Et de là, c'est de là qu'on a obtenu, alors ça paraît de faire des hauts, des va et des viens avec la préfecture, le préfet Canaïmar, qu'on organise des événements qui nous sommait de ne pas les faire, qui nous disions mais nous ne pouvons pas faire autrement, c'est le sens du projet, monsieur le préfet, etc. Et c'est en 2003 donc. Il y a eu une histoire rigolote comme de Sarkozy qui est passé à Toulouse. Ouais, vous la voulez? On l'a vu. Allez. Bon, alors, Sarko, il est ministre de l'Intérieur. Et il passe à Toulouse pour présenter son plan d'action pour la sécurité à Toulouse. Et en premier point, on avait déjà les islamistes radicaux. Et en deuxième point, artiste ou pas, un squat est un squat. Cela ne saurait durer. C'était super, quoi, coup de promo, tu vois, il y avait 4 points derrière nous, après derrière, je ne sais plus lesquels. Et donc ça, c'était un super coup de promo d'enfer, quoi. On a dit, mais putain, on va faire un référendar, quoi. On va interroger toutes les Toulousaines et tous les Toulousains pour savoir s'ils veulent de cette putain d'aventure au centre-ville ou pas, quoi. Et donc on a lancé ça, ce référendar, où on a eu plus de 10 000 votants, et un résultat de République bananière à 99,8% oui, nous voulons de cette aventure artistique et humaine au centre de la ville, tatitata. Donc ça c'était aussi assez rigolo, quoi. On a envoyé tous les trucs à la préfecture, on les a envoyés au cabinet de Sarkozy, et on n'a pas de nouvelles. Et du coup, de là en tout cas, ça a commencé à se décoincer dans la tronche des politiques en se disant, et puis le préfet a commencé quand même à être un peu pressé suite aux déclarations de Sarko de trouver une solution, parce qu'il était un peu sommé de régler le truc. Et du coup, c'est là qu'il y a un pool d'élus de métropole, départements, régions, et une directrice adjointe de la DRAC qui se sont mises à travailler un peu sérieusement pour trouver des solutions, quoi. Mais pas dans les bâtiments publics, malheureusement. Donc on savait bien qu'on partait pas pour une solution pérenne. Et c'est nous qui avons proposé ce lieu-là. C'est nous qui nous proposer des trucs à Trifouille-les-Oies, au fin fond des galeries, des zones indus, du chapitre. C'est nous qui leur avons proposé. Qui vous aviez imposé. Non, du tout. Non, on leur a proposé ça parce que c'est tout ce qu'on avait trouvé, tu vois, à la location, et qui pouvait permettre de sortir de la préfecture. On voyait bien qu'on était au bout des négociations là pour le coup, et que là on ne pouvait pas trop pousser encore le bouchon beaucoup plus loin, quoi. Ou alors on allait au rapport de force frontal. Hey Domi, ça va, ouais. Donc du coup on a accepté cette délocalisation, la perte de la centralité, en tout cas la centralité imaginaire toulousain, quoi, avec le centre-ville hyper historique, hyper concentré. Et dès que tu sors de là, ça y est, on est loin.
Donc on a accepté ça, et en même temps ce qui nous passionnait c'était qu'effectivement le lieu c'était vide, hein, c'était un grand vide, c'était que des poteaux quoi. Et justement par rapport à ça, excuse-moi de te couper, Toulouse Métropole, ils étaient conscients du lieu, enfin de toute la norme de sécurité, toutes les normes qu'il y avait à faire, toute la réhabilitation des locaux, et enfin on en viendra sûrement après, mais comment aujourd'hui ils peuvent vous reprocher parce qu'ils sont de mauvaise foi, madame. Il y a quelques années, ils étaient totalement conscients, ils vous poussaient. Tout à fait. Mais je crois qu'ils espéraient une seule chose, c'est que de manière hypocrite là-dedans, quoi. Bien entendu. Je crois que ça relève de ça. Hein. Ça relève de ça. Parce qu'à l'époque, on a décroché avec cette histoire de déménagement au-dessus de 120 000 €. Alors ça peut, à notre niveau, ça paraît énorme, mais c'est que dalle, quoi, pour aménager un bâtiment comme ça. C'est 200 € du mètre carré, quoi. C'est une moquette luxueuse, on va dire. Tu fais pas un lieu artistique avec ça. Mais bon, on a accepté, en tout cas, on savait qu'on prenait un risque, hein, mais on savait aussi notre capacité de nuisance, et eux, ce qu'ils espéraient, c'est de nous foutre dans un coin de la ville, qu'on se concentre sur nos travaux qui n'iraient pas bien loin, parce que ça va 1000 balles, et que ça s'étienne doucement, que ça reste un truc entre artistes, qui ne serait plus que concentré sur la création, quoi, puisqu'on s'était engagé, effectivement, à ne pas faire de diffusion, ou quand on en faisait, on demandait l'autorisation de manière exceptionnelle, vu qu'on n'avait pas les normes. Ok. Ah ouais. Donc, quand on s'est installé, on s'est concentré effectivement sur les travaux. Pour rappeler la date, excuse-moi. Donc ça c'était en 2005, c'était avril 2005. Donc on a fait tout ce travail-là, évidemment en les alertant sur le fait que c'était pas aux normes. Donc ils avaient mis aux normes que cette partie de bâtiment-là, la partie administrative. Et ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que ça s'est appuyé sur des installations électriques qui sont complètement obsolètes, quoi, mais bon. Et le bâtiment, lui, ne l'était pas du tout, quoi. Et comme il changeait d'affectation, il fallait appliquer toutes les nouvelles réglementations en vigueur, en termes ne serait-ce que de code du travail. Donc, il fallait changer toutes les portes, toutes les issues de secours, il fallait faire des murs coupe-feu 2 heures, des trappes de désenfumage, etc., quoi. Donc, des trucs qui étaient infaisables avec 120 000 balles. Donc nous, on s'est concentré sur les aménagements, pour conforter, faire du cloisonnement, pour le spectacle vivant, et c'est comme ça qu'on a construit petit à petit le truc. Est-ce que vous avez très bien fait d'ailleurs? Ouais, enfin ça a une gueule, quoi, en tout cas. Bah oui, complètement. C'est rigolo, quoi. et de là, au bout de 2 ans, on avait achevé les travaux. On voyait bien qu'il n'allait rien se passer, vu que c'était en location, rien n'allait bouger, quoi, en fait. Et du coup, on leur a proposé, à l'occasion d'un anniversaire 10+2, voilà, c'est les anniversaires à la sauce Miris, quoi. 10 ans plus 2. C'est un peu comme dans 30 ans et t'assumes pas. Exactement. J'ai 20 ans plus 10. Après, on arrive à le justifier avec ça fait 10 ans que le collectif existe de manière informelle. Non, ça fait 10+2 que le collectif existe de manière informelle, et 10 ans que l'association existe. Des trucs qui tirent par les cheveux, quoi. Et on avait posé, on leur avait fait financer une structure, c'était un ancien manège d'autotamponneuse qui avait été aménagé en salle de spectacle, donc qui était aux normes accueil public. On avait posé ça 4 mois là sur le parking, et on avait fait de la programmation non-stop dans ce truc là, quoi. Donc ils sont venus à l'année où c'était très beau, hein, c'était posé comme un bateau sur le parking, c'était magnifique. Et on avait fait un super gros feu d'artifice à cette occasion-là, c'était super. Et donc ils sont venus inaugurer ce truc-là, et ils ont applaudi, parce que ça reste des humains, il faut le savoir. Un peu quand même. Et donc ils étaient séduits par l'espace, par l'endroit, par ce qu'on avait fait comme aménagement, les ateliers en vie, etc., quoi. Et donc là, on les a réinterpellés, oui, mais bon voilà, là, ça ne va durer que 4 mois, donc il va falloir qu'on réfléchisse quand même sérieusement à comment on légalise pleinement le lieu, quoi. Parce que nous, à un moment donné, si on voit qu'on ne peut pas avancer, on retournera à nos illégalités passées, quoi, tout simplement. Donc on les a prévenus comme ça, donc rien ne se passant, dès 2008, on a annoncé officiellement qu'on refaisait la programmation, tout en étant conscient qu'on n'avait pas les normes. Et à partir de là, on a reprogrammé officiellement et publiquement sur Miris, quoi. Okay. Et moralement, comment tu as réussi à avoir les épaules pour c'est d'abord pour gérer, tenir, je sais que t'es pas tout seul dans c'est ça, ouais. Voilà, mais c'est surtout que t'es pas tout seul dans ce genre d'aventure, quoi. Quand je vois que rien que nous, en tant que bar, on peut très vite nous emmerder et qu'on est des petites structures, moralement, ça doit être compliqué quand même aussi. Non, parce que nous, on est grands.
Non, écoute, non, c'est pas... dans la mesure où on s'est jamais vraiment contraint et jamais empêché de faire finalement ce qu'on considérait avoir à faire, hein, tu vois, si ce n'est sur cette période un peu latente, du moment des travaux et un an après travaux, quoi. Finalement, voilà, quoi. Après, c'est une question de rapport de force. Mais, c'est ce combat constant que tu as et tu n'as jamais de réponse. Toi, tu assumes. Si en face, ils n'assument pas, qu'ils envoient les flics, puis on verra bien. Quoi. À un moment donné, Est-ce que c'est la répétition des problèmes qui permet que les problèmes paraissent moins grands, moins gros, à force? Il y a sûrement une inconscience de la jeunesse, un incroyable espoir en l'humanité, exactement, et en ses évolutions. Non, je sais pas, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est vrai qu'on était très habités, très engagés par rapport à cette histoire-là, quoi, tout simplement, tu vois, ça va de... Et puis je pense que le rapport à la légalisation, il s'est vraiment construit très sérieusement quand on était avec des potes sans papier, en fait. Ok. Tu vois, où là tu voyais bien que sans papier, les mecs ils galéraient quand même sérieusement, quoi. Et que quand t'étais pas dans un contexte légal, la vie elle était pas simple, quoi. Et donc je sais pas, vous avez vu les filtres? Moi j'ai des indices si tu veux, j'ai des filtres. Ouais. Allez, je te pique une toute cousue. Et donc c'est par rapport à ça que le collectif aussi, sur ce principe de légalisation et de faire admettre ce projet-là, avait cet engagement-là, quoi. Et là, du coup, comment ils sont débarqués? Parce que du coup, nous, on suit un peu ce qui se passe sur TV Bruit, sur l'actualité qu'on peut voir aussi sur les réseaux sociaux. La commission de sécurité, elle a débarqué comme ça, l'improviste. Ouais, mais avant peut-être la commission de sécu. Vous appelez au secours aussi. Bien sûr, mais là, justement, tu vois, là en 2012. Donc en 2008, il y a un changement de majorité, Cohen passe au municipal, et à ce moment-là se pose la question de la légalisation de Myris, lui-même étant conscient de la problématique des normes, évidemment. Tu vois, lui-même à cette époque-là réfléchissant à nous proposer une autre forme de convention pour se désengager des responsabilités. Il a dit tu fais ça Coco, on ne signera pas. Dans tous les cas, tu vois, parce que la merde, là, c'est vous qui nous avez foutu, nous on est prêts à en sortir, mais ce sera avec vous, quoi. Ou alors on reste dans la merde tous les deux, quoi. Oui, c'est ce que j'ai lu, que tu avais refusé de signer. Donc ça, c'est après, quoi. Mais déjà, à l'époque, ils ont pris une température, si tu veux, avec Cohen, quoi. Et du coup, ils n'ont pas modifié la convention. Ils ont continué à nous proposer une convention où ils prenaient effectivement des risques avec nous, par rapport aux événements hors normes qu'on faisait. Et que s'il y avait un problème, ils partaient aux ondes avec les responsables associatifs et tous ceux qui seraient qualifiés comme responsables. En 2012, ils voient bien que là, comme c'est un bâtiment loué, c'était des travaux trop conséquents, donc ils se disent il faut qu'on trouve un autre lieu. Et c'est là qu'est arrivé le scénario des cartoucheries. Donc un lieu super, hein, vous voyez les cartoucheries. On essayait pas longtemps ce qu'il en reste en tout cas. Ouais. Et donc il était question qu'on déménage là, on étudie le truc, chiffrage. On fait un travail super sérieux pour voir de quelle manière pouvait s'implanter là-dedans Myris. Un super projet qui était passionnant en plus, parce que tu as le quartier qui allait émerger de terre, tu vois, avec les habitants qui allaient débarquer après que nous on soit installés, si ça s'était fait. Et donc on aurait été aussi une plateforme d'accueil d'une certaine manière des nouveaux habitants, quoi. Donc on était super enthousiastes. Et budget voté, 9 millions d'euros, tu vois, donc on a bataillé pour l'obtenir, ce budget-là. Dans le cadre conventionnel, on va dire classique, de mise en œuvre de travaux de cette ampleur-là, donc avec des coûts d'architecture, d'architecte, de maîtrise d'œuvre externe, etc. Mais bon, voilà, 9 millions d'euros, donc là on sent qu'on a affaire à des gens sérieux et qui prennent au sérieux le projet. Quand ça s'est voté, c'est fin 2012, 2013 il se passe rien, après ils sont sur les élections, et puis ils perdent les élections. Et là, Jean-Luc, Moumou revient en force. Et dans un premier temps, il nous dit mais bien sûr, pas de problème, on est dans la continuité. Myris, c'est nous quand même qui vous avons légalisé l'affaire dans la salle, il n'y a pas de raison qu'on remette en question le scénario des cartoucheries. Il n'y a pas de souci. Quelques mois après, finalement, on a quand même des problèmes budgétaires au niveau de Toulouse Métropole. Ces salauds de socialistes, ils ont vidé les caisses. Donc, du coup, on ne va pas pouvoir faire le projet à 9 millions.
Et là, on sentait bien que, bon, ok. Donc on a essayé de réduire les coûts, mais comme il restait quand même sur une appréhension très classique d'un projet de mise en œuvre de travaux, on ne pouvait pas les réduire non plus à souhait, quoi. Vu qu'ils n'étaient pas prêts à intégrer tout le genre de dynamique sur lesquels on était prêt à travailler, chantier d'insertion sur certaines parties du chantier en tout cas, chantier en autoconstruction avec les compétences en interne qu'on a, réemploi, une logique de réemploi, mais y compris au-delà de Mixar, quoi, qu'à un moment donné la métropole s'empare de ce genre de questions-là, quoi, avec toutes les dimensions qui sont faites, y compris le bâtiment public, il y a de la putain de récup à faire, et du réemploi à faire, etc. Enfin, on était vraiment dans une dynamique très, très proposante, mais ça, il n'envisageait pas pour le scénario cartoucherie tel qu'il voulait le mettre en place. Donc on ne pouvait pas faire des miracles. Et on a réussi à réduire le budget d'1 million, quoi. Sur les 9, on tombait à 8, hors taxe, grosso merdo, quoi. Après, si on peut serrer encore, mais bon, là, il faut... Donc du coup, ils annulent le projet en question, ils font un vote pour annuler le précédent vote, et donc on se retrouve à la case départ. Méris n'est pas aux normes. Et donc on dit, bon alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc on a refait le tour de la ville, à revisiter des lieux, et des lieux, et des lieux. Soit il fallait acheter, c'était trop cher, soit, enfin ça allait jamais, quoi. Soit c'était trop loin, et là c'est nous qui disions, non là les mecs vous déconnez. On s'est pas battu toutes ces années-là pour aller crever au fin fond d'une zone indus, etc., etc. Donc toujours est-il que du coup ils se disent, mais pourquoi ne pas acheter le lieu où vous êtes? Alors on a dit pourquoi pas, c'est dommage que vous n'ayez pas accepté de faire de l'achat-location à l'époque où on est rentré dans les murs, parce que vous seriez déjà proprio. Mais bon, c'est en termes d'usage d'argent public, on vous dit ça juste, hein, comme ça en passant. Juste en passant. Bah ouais, quand même, quoi, tu vois, parce que voilà, en 2015, quand ils se posent la question, 2016, ouais, ça faisait 10 ans qu'on était là, quoi. Ici, c'était 160 000 et ça a fini à quasi 200 000 le loyer, quoi, par an. Donc ça en fait du pognon, quoi. Ça en fait du pognon. Ça fait le prix de ce qu'il doit faire. De ce que ça devait, ouais. Donc on dit pourquoi pas, mais effectivement on fait un projet de travaux sérieux quand même derrière, de mise en conformité, qui ressemble au projet, quoi. Vous essayez pas de nous la faire à l'envers. Oui bien sûr, tata. Donc on accepte, on dit ok, c'est parti. On réadapte tout le travail qu'on avait fait sur les cartoucheries à ici. Tu vois, la nana Nicole Yardeni, elle te dit c'est rien passé pendant 15 ans, quoi. Tu vois, ouais, t'as raison chérie, quoi. Et donc quand on fait ce travail-là, et là la société avec laquelle on travaille, missionnée par la ville de Toulouse, arrive à des chiffres de 6,5 hors taxe à 8 et quelques hors taxe, ce qui fait du 7-8 TTC à quasi 11 hors taxe, avec 4 scénarios, dont un qui prenait en compte la présence du canal, comment on s'ouvrait sur le canal. C'est tout à fait charmant et judicieux, parce qu'effectivement ils vont mettre un paquet de pognon pour revaloriser le canal. Et de là, on dit, mais nous on peut faire à moins, quoi. Encore une fois, si on procède autrement que sur un schéma classique de comment on peut appréhender un projet de travaux comme ceux-là, on peut faire des économies d'échelle. Alors pas des miracles non plus, faut pas déconner, mais des économies d'échelle, oui. De là, ils nous sortent, oui, mais nous on n'a que 3 millions. Alors, ça commence à baisser de plus en plus, les gars. À quoi ça sert qu'on fasse des études mais 3 millions, ok, d'accord, mais ces 3 millions, ça suffira pas, quoi. Si on est un peu sérieux, on sait très bien que ça ne suffira pas. Il y a le toit en fibrociment amianté qu'il faut traiter, c'est déjà une patate, quoi. Donc là, ce sera pas dans le respect du projet, si on le fait à 3 millions. On leur dit, ok, vous êtes prêts à mettre 3 millions, vous en tant que Toulouse Métropole? Oui, puis après c'est 3 millions 4, puisqu'on a économisé 400 000 euros sur l'achat. Puis finalement, non, c'est 3 millions. Si, je vais y arriver, les lieux à la culture, 3 millions 4, on va y arriver. Et puis non, finalement c'est 3 millions. Et donc on leur dit, bon, bah, à ce moment-là, la région, le département, ils ont toujours dit qu'ils étaient prêts à soutenir ces travaux de mise en conformité. Donc il faut les solliciter, et à ce moment-là, on donnera de l'air à ce budget-là, et là, il deviendra crédible. Et là, on est rentré dans un putain de tergiversation infinie,
un coup, on va trouver le moyen pour voir comment c'est possible. Non, ça n'est pas possible juridico-administrativement parce qu'au PPI, le plan pluriannuel d'investissement, on l'a qualifié à 3 millions et donc si les autres ils amènent de l'argent, ça rentre dans les 3 millions. Ça ne peut pas s'ajouter aux 3 millions. Mais attendez, moi je suis bien à votre cuisine, j'aime bien apprendre tout un tas de choses, j'adore ça apprendre encore aujourd'hui, mais à un moment donné, si c'est ça le problème, vous revotez votre PPI et vous montez l'assiette pour permettre que ça vienne, puisque vous êtes prêt, et là c'est une question de bon sens, quoi. Alors je sais pas si c'est mon côté cutéreux de mes ancêtres qui me fait dire ça, mais à un moment donné ils sont prêts à mettre 3 millions tout seuls. Donc si ou 3 millions avec les autres, mais qui rentrent dans les 3 millions. Donc à un moment donné, tu trouves le cadre pour permettre à ces gens-là de venir s'ajouter, quoi, et qu'enfin le projet soit faisable, tout simplement, quoi. Et donc on n'a pas arrêté de tergiverser pendant près d'1 an là-dessus. En février 2019, donc en 2018, ils achètent le lieu. Ils veulent nous faire signer une convention qui se base sur une fausse déclaration. Ils déclarent que le lieu est aux normes ERT, aux normes accueil, aux normes code du travail. Donc on leur dit, mais les gars, là, non, on ne signera pas. C'est un faux, votre truc. Et on ne va pas signer un faux, et en ne le signant pas, on protège, vous voulez protéger, soi-disant, le président de Toulouse Métropole, en nous faisant signer cette convention, c'est nous qui le protégeons, en ne lui faisant pas signer un faux. Donc on ne signe pas la convention. On leur demande de faire revenir leur service juridique pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils trouvent que c'est valable, que nous on puisse échanger, pas de réponse. Donc la convention elle reste en stand-by. En février 19, ils votent en contrat territorial avec la région. C'est des politiques communes croisées entre la région et la métropole, où ils investissent, que ce soit sur l'emploi, sur la transition écologique, sur des secteurs d'activité, sur de l'investissement en termes de bâtiments, d'infrastructures, etc. Et dans ce contrat apparaît Mixar Méris. Dans les projets culturels, il y avait la digue, le Garonne, et je ne sais plus quels autres projets, Audi Sud, Blagnac, sa rénovation, et Mixar. Et là, on voit que le budget il est à 4,4 millions. Donc, ça veut dire qu'enfin, ils avaient pigé, quoi. Waouh, super. Le problème, c'est que ça, ils ne nous avons pas averti de la signature de ce contrat territorial, et que nous, on ne l'a découvert que au printemps 2020 par le travail d'une journaliste, quoi, tu vois. Donc imagine, quoi. Alors qu'en décembre 19, on a une réunion avec eux où normalement on devait avoir tous les élus, soi-disant, des différentes collectivités. En fait, on s'est retrouvé avec 4 techniciennes et techniciens de Toulouse Métropole, et où ils continuaient à être sur ce putain de budget de 3 millions, quoi. Ils ne parlaient toujours pas de ce contrat territorial signé avec la région. Donc pourquoi ils n'avaient pas l'intention de l'activer, en fait, quoi. Mais bon, donc quand on apprend ça, nous on dit « Ah, super !» On ne comprend pas pourquoi ils ne nous en ont pas parlé, mais on va les féliciter. Et donc on les a félicités de cette avancée. Là, il n'y avait plus qu'à solliciter le département, et ça y est, le budget on l'avait, et enfin on résolvait la question budgétaire. Super, mettons-nous au travail, allons-y. Et là, pas de nouvelles, tu vois. Donc moi j'aime bien que ce soit nous qui ne faisons rien, qui refusons tout, mais à un moment donné, voilà. Il y a eu assez de... Yep. Et donc là, voilà, et donc le 14 janvier débarque la fameuse commission. Bon, c'est très simple. Le 14 janvier, ça c'était rapide alors. Ah bah ouais. Le 14 janvier, ils arrivent, donc voilà, c'est... t'as un pompier, un flic qui est en charge des comment appelle-t-on ça, de la sécurité des risques majeurs, etc. Et puis une élue et deux techniciens de la direction en question. Et c'est qui cet élu? C'est quelqu'un qui est là, elle est rattachée à la DSCRM. Ouais, mais en fait, les élus peuvent être sollicités pour ce genre de mission parce que légalement, il est nécessaire qu'il y ait un élu pour la bonne représentation de la commission et pour sa légalité, quoi, en fait. D'accord. Donc, tu as forcément un ou une élue qui est présente. En tant que petit dépositaire. Vu que c'est la direction de ville de Toulouse, quoi, de la sécurité civile, le risque majeur de ville de Toulouse. Donc là, en l'occurrence, c'est une élue de la ville de Toulouse. Donc voilà, il se présente, c'est une visite inopinée, tu peux pas t'opposer à la visite. Et puis bon, il n'y a pas l'intérêt de s'opposer de toute manière si ça en était là. Mais par contre, on était conscient que la visite, on savait ce qu'elle allait donner, quoi.
partir du moment où ce genre de procédure est enclenchée, elle suit son cours, elle va à son terme. C'est pas fait pour rien, quoi. Et donc on savait très bien qu'au sortir de ça, ce serait un avis défavorable. On aurait beau leur dire, mais vous êtes au courant quand même, parce que vous deviez déjà faire une visite qui là n'était pas inopinée. On était sur rendez-vous en 2017 et on vous avait alerté sur le fait que Toulouse Métropole devait acheter le lieu et faire des travaux de mise en conformité. Du coup, vous avez voulu maintenir la visite, mais par contre, vous, justement, c'était un peu en off, genre, on lance pas de procédure, quoi qu'on constate, finalement, quoi. Oui, il a mis ça, je crois aussi. Donc là, par contre, ils ont fait le constat et donc arrêté qui tombe le 20 janvier, fermeture administrative au public. Et comme l'association, l'exploitant est une association, y compris ses adhérents, sont considérés comme du public. Et donc ça veut dire que les artistes adhérents n'ont plus accès à leur atelier, à leur outil de production, etc., etc. Seuls les responsables associatifs, donc les employeurs et l'équipe salariée, a accès au bâtiment. Oui. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on apprend? C'est pas fini. Et bon, on allait te poser la question, mais oui. Et là, tout d'un coup, on se rend compte, c'est là, évidemment, on se dit, bon, là, c'est pas si inopiné que ça, cette histoire. Là, ils sont vénères, c'est une attaque en règle, et on va vérifier les subs. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que nos subventions de fonctionnement de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse, elles sont renouvelées tous les ans en décembre lors des derniers conseils qui a lieu, qu'ils soient municipaux ou métropolitains. Ouais. Et là, on se rend compte qu'au dernier conseil municipal de décembre 2020, il n'y a pas eu de sub pour Mixar Mérites. Rien. Même pas évoqué, quoi. Et qu'au dernier conseil métropolitain de Toulouse Métropole, alors qu'on est qualifié d'intérêt métropolitain au titre des nouveaux territoires de l'art, au même titre que l'usine La Grainerie. Et d'ailleurs, ces financements-là, ils sont votés à chaque fois pour les 3 structures, chacun ayant leur financement propre. Hein. Et là, n'apparaissait plus que La Grainerie et l'usine. Tout d'un coup, exit, Bixarbieri, c'est l'intérêt métropolitain, on s'en fout, on n'informe même pas les élus, et on n'informe même pas la structure, quoi. En fait, ils nous ont débranchés sans préavis aucun. Donc c'est quand même ouf, quoi. T'as une équipe de 6 salariés, t'as des gens qui ont du matos, c'est quoi, c'est une manière de voyou, quoi. Tu vois. Donc après, ça fait les bien-pensants, les gens qui sont dans la loi, dans le respect de la loi. Donc voilà, donc là on était sûr que la visite du 14 janvier n'était pas inopinée. Et que c'était bien un scénario écrit auquel ils travaillent depuis un petit moment là. Et du coup, au sein de Mixart, comment ça se passe au niveau juridique? Parce qu'il faut être quand même assez calé pour pouvoir... Donc là, c'est en travail, parce qu'effectivement, là, on est en train de chercher, au-delà de tenter de les faire revenir à la table, parce que là, c'est notre propos, malgré que Jean-Luc annonce le divorce avec l'association. On lui rappelle que le divorce, ça se fait à 2 aussi, ce genre de truc, mais là d'un point de vue juridique, c'est en train de se creuser, quoi. C'est pas simple, faut pas faire de conneries, c'est ténu, on pense qu'ils ont bouclé, à peu près verrouillé tout, et on a fait quelques conneries de pas signer la convention et de l'annoncer plutôt après, tu vois, par exemple, ce qu'on aurait dû faire, sûrement, mais comme on est entier, sincère et honnête, on a refusé de la signer plutôt que de s'en servir comme un truc pour foutre la merde après, quoi. Donc voilà, donc là on en est là, c'est en train de se creuser, et parallèlement à ça, on fait ce qu'il faut pour tenter de les faire revenir au dialogue. Ce qui n'a pas l'air gagné, hein. Ils ont l'air un peu tendus là en ce moment. Ouais. Puis je suppose que si jamais, faut toujours passer par des interlocuteurs, savoir, tu peux pas avoir un rendez-vous comme ça ou avoir... là c'est surtout qu'ils sont dans le refus, quoi. Tu vois, et là c'est une décision politique, il y a quand même un contexte général qui est assez troublant, quoi. Tu vois, donc t'avais le pavillon Mazar parce que ça faisait partie des lieux qui l'ont ramené un peu, avant ils ont fait leur petit raout à leur sauce. Arty avec l'ours caillassé qui était vachement bien ce qu'ils avaient fait, quoi, en mode d'interpellation. Donc ça y est, ils étaient rayés de la carte. T'as eu le bleu, l'hôpital Lagrave, la fondation Abbé Pierre. Cette situation les a bien aidés, quoi, leur a bien servi, quoi. T'as un jardin d'habitants, tu vois, à Fontaine-Lestan. J'avais monté une petite guinguette, jardin partagé, intergénérationnel, petits apéros de 18h à 20h, le truc pépère, quoi, tu vois, qui retisse du lien sur le quartier.
le truc dont normalement un élu censé devrait s'emparer, quoi, et s'appuyer dessus, quoi. Là, pareil, ils étaient en discussion pour une convention, de la même manière que le DAL et la Fondation Abbé Pierre, pour la GRAF, tu vois, où ils avaient un projet ficelé, et puis le dénoncent, finalement, on n'aura pas les moyens, donc on ne fera pas le projet. Là, ils étaient en cours de discussion pour une convention pour cette histoire de jardin partagé, et la réponse, là, ça a été les pelleteuses, quoi. Et là, tu te dis, mais ils sont ouf, quoi. Et on n'arrive pas très bien à piger. Est-ce qu'il y a un virus autre que la Covid qui traîne, qui s'appelle le Trumpisme, le poutinisme, on ne sait pas trop. Mais là, ils sont en train de briller grave, quoi. Et là, aujourd'hui, du coup, donc, on l'a bien compris, le MIRIS, de toute façon, le portail est fermé, personne ne rentre dedans, mais même les artistes ne peuvent pas y rentrer pour pouvoir... Donc là, il y a quand même quelques artistes qui sont responsables associatifs qui peuvent. Le parking n'est pas concerné par l'arrêté. Donc on a mis en place des AG sur le parking pour les gens qui ne sont pas responsables associatifs. Et du coup, là, on fait des navettes entre l'intérieur, l'extérieur. Et là, on est en train de faire de la réduction des risques, du vidage d'atelier, que les gens puissent récupérer un peu de matos, qu'ils puissent continuer à bosser ailleurs, caisse ou pas. Donc, et s'ils arrivent à aller bosser ailleurs, des retours. C'est pas une simplicité remarquable, hein, faut pas rêver, quoi. Puis là, on a des urgences un peu sociales aussi. Tu vois, on avait le campement qui était prioritairement destiné à accueillir des artistes en résidence sur des périodes déterminées ou quand on faisait de la diffusion. Mais on avait quelques personnes qui étaient aussi en logement un peu d'urgence, quoi, de galère sociale. On se permettait ça aussi, quoi. Et donc là, il faut trouver des solutions comme on peut. Mais bon, Madame Yardeni va trouver des ateliers individuels pour tous ces pauvres artistes qui sont dirigés par des salopards de salariés qui font chier, quoi. Et ça fait mourir de rire aussi, quoi. Mais le plus terrible, c'est la mauvaise foi sur laquelle ils sont, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est que s'il y a de la mauvaise foi, déjà, ne serait-ce que pour pouvoir avoir une table ronde, comme tu dis, avec tous ces élus ou ces responsables à Toulouse Métropole, c'est compliqué. Là, en tout cas, la région a déjà répondu à cette sollicitation là, pour ce comité de pilotage avec l'ensemble des partenaires. Donc on a maintenant, le département de la région a dit oui, pas de problème, nous on est là. Donc on attend la réponse de tous les écoles et de l'État. Donc là, vous pouvez pas faire autrement que d'être en attente de la réponse. Oui, tout à fait. Et puis là, ça nous permet un peu de souffler, tu vois, il y a eu la manif qui a été super réussie du dimanche, le rassemblement à Capitole pendant le conseil municipal avec les copains du DAL, la Fondation Abbé Pierre et tous les gens qui s'étaient associés à ce rassemblement-là. La manif du samedi autour de l'abrogation de la loi sécurité globale et de la marche des libertés, en point de croisement, c'était super aussi, quoi. Et puis là, ça fait 2 manifs quand même qui n'ont pas eu de lacrymo, quoi. Nous, une unité, on a même pu prendre les CRS en photo parce que j'ai un point de chaussure et je prends les photos de tout le monde et Non, et c'est vrai que c'était vraiment chouette, c'est bien passé et il y avait une forme d'intelligence de chaque côté. Réel. Il y avait un truc de se regarder un peu les uns les autres et de se dire bon, ça va, là, c'est pas... On n'est pas là pour se la donner. Non, on n'est pas là pour se la donner, on est juste là en fait pour des choses qui paraissent mais qui sont sincères, quoi. Puis de par le contexte, on ne peut pas nous enlever toutes ces choses-là aussi. Donc, bien sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont... Là, j'ai envie de dire, tout est bienvenu, quoi. Donc la pétition, évidemment, quoi, elle est à pas loin de 10 000, mais elle stagne un peu, donc n'hésitez pas on va la relancer, pas à la rebooster. Après, des actions, on va sûrement refaire. Hein. Là, pour l'instant, on laisse faire la démarche institutionnelle qu'on a lancée avec cette histoire de comité de pilotage. Et puis on va voir, si on n'a pas de réponse, évidemment qu'on sera de nouveau présent dans l'espace public. Et puis après, on verra, quoi. On verra la suite. Donc après, vous pourrez... comment... si vous êtes passé par Myri, si vous avez envie de faire un témoignage de soutien, pardonne-moi, ou quoi qu'est-ce, n'hésitez pas à le faire. On tente de le mettre en visibilité sur le site vive.mixar-myri, qui la rassemble un peu. Il y a un dossier de presse qui est bien foutu, qui raconte l'histoire,
qui démonte un peu toutes les saloperies qui se racontent à notre sujet en ce moment du côté de la métropole. Et puis que dire, après te déboule au courant, quoi, parce qu'à un moment donné ça bougera. Il y a intérêt que ça bouge. Mais ça bougera dans tous les cas, quoi. Ouais. Dans tous les cas. Donc voilà. Merci beaucoup, Joël. J'ai un petit truc parce qu'on parle, on le mettra, je sais pas où. Donc t'as bien aussi 6 personnes qui vivent ici en tant que salariés, mais bon, pas sur le lieu. Hein, non, pas sur le lieu, bien sûr. Dis-moi. C'est que t'as 6. Pardon, non, c'est moi. Je la refais. Il y a 6 personnes quand même aussi qui vivent en étant salariés d'ici. Donc il y a des emplois aussi. Oui, bien sûr, ouais. Mais là, en pétant l'écosystème en question, donc c'est une 60aine d'artistes visuels, art numérique, art vidéo, beaucoup d'associations qui sont aussi. Plutôt sur l'année, c'est une dizaine d'assauts, tu vois, qu'elles relèvent du champ culturel ou pas. C'est les AMAP avec 200 familles qui profitent de ces assauts de relations directes entre producteurs, agriculteurs et consommateurs. C'est plus de 30 compagnies par an accueillies. Et dont on favorise pour certaines la production, en rassemblant des financements, en faisant levier pour des financements, pour favoriser leur production. Puis qui vendent d'ici finalement, il y a eu comme aussi une espèce de banque alimentaire où sur le parking il y a du pain, ça c'est tout le côté AMAP, et tout ça aujourd'hui c'est fini du coup. Ça c'est foutu en l'air, quoi. C'est le premier accès internet national associatif qui est mis depuis ici, quoi. Qui à un moment donné, s'ils sont pas là, alors qu'il y a toute une infrastructure qui a été faite pour ça, ça c'est susceptible de disparaître. C'est tout un écosystème en fait, Mixar, quoi, et qui n'est pas en vase clos, bien au contraire. Bien sûr, En plus, s'inscrit dans des écosystèmes beaucoup plus larges. Les soutiens, on en a de partout. On participait activement à l'histoire de la Biennale internationale des arts vivants, qui réunit une 30aine de lieux, du plus institutionnel, Théâtre de la Cité, Théâtre Garonne, etc., au moins institutionnel tel que nous, et avec un vrai esprit de collaboration, de coopération sur comment on fait une programmation ensemble avec de l'international, alors qu'on sait très bien la disparité des moyens, des structures, etc. Donc avec des tentatives d'intelligence, des pratiques comme ça, que nous on pratique depuis qu'on existe, j'ai envie de dire, mais que des gens, y compris dans l'institution, commencent à s'en saisir de ces modes de faire, quoi. Parce qu'ils en voient bien l'intelligence et la nécessité en plus. Ça n'est que bénéfique, quoi, de toute manière, qu'on se mette en relation, même si on n'est pas toujours... on sait bien qu'on est singulier, qu'on n'est pas tout à fait pareil, mais c'est ces frottements-là aussi qui sont intéressants, quoi. Donc il y a tout ça, il y a tout le travail en réseau national qu'on fait au niveau de l'Art Factory autre part, de la CNLI, la coordination nationale des lieux intermédiaires indépendants. On est super moteur sur tous ces réseaux-là, c'est plus de 250 lieux en France, la CNLI. Par exemple, quoi, tu vois, et on a été super moteur là-dessus, quoi. Vraiment, en tant que Mixar, en tant que membre de Art Factories, à une époque co-président de la FRAB, la Fédération des réseaux associations d'artistes plasticiens, Fédération nationale là aussi. Donc évidemment qu'on est, ils se rendent pas compte de ce qu'ils foutent en l'air, quoi. En fait, ils ne mesurent pas du tout, quoi. C'est pas leur monde. C'est surtout qu'ils s'en foutent complètement, quoi. Moi, j'en ai presque peur. Qui s'en rendent compte? C'est peut-être ça en fait le plus flippant aussi. Peut-être pas de l'impact complète, mais est-ce ils ont quand même peut-être assez de gens qui réfléchissent aux conneries qu'ils font, ou non d'ailleurs, pour savoir quand même que ils enlèvent en effet le tissu associatif que vous avez créé. C'est une double destruction, voire une triple destruction. Tu as sûrement raison à cet endroit-là, parce que la convergence des événements qu'on a évoqués, que ce soit le bleu-bleu, le jardin partagé, etc., on voit bien qu'il y a quand même là un choix politique. Enfin, on ne peut pas se dire que ça ne relève pas d'une décision politique. On peut qualifier de politicienne, des politiques en tout cas. Effectivement, on a soutenu l'archipel citoyen, ils sont passés quand même, ils ont serré un peu les fesses quand même. Et donc ils ont la victoire un peu revancharde, j'ai l'impression. Et puis là, ils se disent qu'effectivement, c'est quand même de plus en plus dans l'air du temps, quoi. Les gens ont envie de s'occuper de la chose publique. La Covid a un intérêt, un avantage, au moins, que les morts me pardonnent. Mais c'est que le premier confinement nous a permis quand même, je ne sais pas vous comment ça vous l'a fait, mais de
putain, le rapport au temps, quoi. Il est urgent qu'on repense notre rapport au temps. Et c'est une clé qui ensuite décline sur notre relation à la production, comment on produit, pourquoi on produit, quel sens ça a, quel sens on donne à tout ça, et du coup viennent derrière les rapports humains, évidemment, quoi, dans la foulée. Et là, ça re-questionne évidemment quelques privilèges établis et institués, quoi. Donc là, je pense qu'on revient effectivement à du délit d'opinion qui est dans l'air du temps aussi, dans tous les cas. Et là, on y donne corps. C'est encore Joël pour ton invitation dans les locaux. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.